Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous sur l'agriculture normande. Alors aujourd'hui, nous avons un programme iodé dans la Manche et une découverte surprenante sur les légumineuses dans l'Eure. J'espère que Dorian a prévu le peigne parce qu'aujourd'hui, il va y avoir du vent. L'été approche et bientôt, nous allons pouvoir nous pavaner sur les 600 km de côte qui habillent notre belle Normandie. Oui, 600 km et un important estran qui accueille les activités conchilicoles normandes. Alors qu'est-ce que la conchiliculture, me direz-vous? Eh bien, ce sont les activités d'élevage des coquillages. Huîtres, moules, palourdes, coques. Je vous conseille de bien retenir ce mot si vous voulez briller en société. Terre de coquillages. Ce sont les fortes marées d'Europe qui ont fait de la Normandie la première région française productrice d'huîtres, de moules et de palourdes. Comme quoi, notre belle région en a sous la coquille. Parce qu'il avait une folle envie de prendre un bon bol d'air, Dorian est parti à la rencontre d'Alban Lenoir, ostréiculteur à Blainville-sur-Mer, pour visiter ses parcs à huîtres. Alors Dorian, la Manche, c'est vivifiant ? Oui, tout à fait, Benjamin. Je suis dans la Manche, à Blainville-sur-Mer, où je m'en vais rejoindre Alban Lenoir, qui est ostréiculteur. Allez, suivez-moi. Ça, c'est des huîtres qui ont à peu près un an. On en a à peu près 5000 par poche à l'origine. Et au bout des 4-5 ans, il y en a à peu près 200 par poche. Donc on les dédouble, on met 5000, 1000, 500, jusqu'à arriver à 200. Celles-là, donc, elles vont être bonnes à commercialiser en fin 2022, début 2023. Quoi. Ok, donc celle-là, on vient les manger dans 2 ans. Rendez-vous les filles. On se voit dans 2 ans, les filles. Bon, et toi, Alban, ça fait combien de temps que tu fais ça? Et ben en fait, je fais ça, on va dire, depuis quasiment tout le temps, parce que mon père était déjà ostréiculteur. Ah, donc c'est de père en fils. Voilà, ça fait une quinzaine d'années, quoi, déjà. Ok, depuis 15 ans. Ouais, mais t'as toujours baigné là-dedans, de toute façon. Toujours, ouais. Et toi, du coup, donc c'est quoi? C'est les huîtres, les palourdes? Alors c'est les huîtres, les palourdes, les coques et les moules. On fait tous ces coquillages-là sur l'archipel de Chausey. Et là, ici, sur la côte, c'est uniquement les huîtres. Ah, c'est comme les motards, on se dit bonjour. En fait, c'est un petit milieu, donc on se connaît, tout le monde connaît tout le monde. On se connaît un peu tous, quoi. Faut savoir que les huîtres, c'est un peu comme le vin. Suivant l'endroit où elles sont élevées, elles ont toutes leurs particularités. Parce que nous, ici, la particularité de la Normandie, c'est des huîtres qui sont relativement iodées, parce qu'on est, disons, en pleine mer. En fait, sur toute la côte, il y a des parcs à huîtres. Ça a été développé dans les années 80 ici. On est une région en Normandie relativement jeune au niveau de l'élevage des huîtres. On met plus de temps à se faire un nom, quoi, on va dire. Ouais. Mais ça commence à... Vu qu'on a une super qualité d'huîtres, et bah, du coup, de plus en plus. Ouais, est-ce que ça va loin, là? C'est incroyable. À Blainville, en grande marée, ça va jusqu'à 7 km au large. 7 km là? On a une des plus grandes marées d'Europe ici. Comment ça se passe du début à la fin? La naissance de l'huître et le moment où on peut la vendre, c'est-à-dire qu'elle a une taille commercialisable, il faut compter environ entre 3 et 5 ans. Les huîtres qui sont sur le tracteur, c'est quoi? En fait, quand la mer baisse, moi, sur les parcs, on les retourne, on pose des poches. Et du coup, quand la mer remonte, là, après, on trie les poches, qu'on va reposer après à la marée. Ok, et on fait ça pendant tous les jours. Ça, c'est des huîtres qu'on calibre, qu'on met après en réserve et pour affiner, en fait. On les lave et ensuite, on les vend. Ouais, elles sont pleines, celles-là. Hein. Ouais, elles sont bien pleines. Elles sont balèzes. En fait, là, au mois d'avril-mai, c'est là, on va dire, où les huîtres sont au niveau taux de remplissage, sont le mieux, quoi. Au Fidji, justement, sur un rocher en pleine mer, on a trouvé des huîtres. Je pense qu'elles devaient avoir 2 mois. Ah ouais. Elles étaient petites comme ça, mais il y en avait plein en fait sur le rocher. Ah ouais. Et du coup, à la machette, on les a enlevées. On arrive à les manger, mais c'était. Elle a passé épuisée. Bah, franchement, elles sont meilleures en Normandie. Ouais. Si c'est pour manger des huîtres, autant venir en Normandie oui, plutôt oui. qu'au Fidji. Bon, bah j'y vais, moi. Franchement, c'est trop bon. Et le petit goût à la fin, là. Ouais, bah oui. C'est ça, c'est. Voilà le muscle. Et j'ai l'impression, à la fin, là, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un petit goût. On compare souvent avec le goût de noisette, ça dépend. Ah ouais, c'est ça, c'est un petit truc comme ça, ouais. Tu serais pas ostréiculteur, toi? Donc là, le plus gros entretien sur les parcs qu'on fait avec les huîtres, on les retourne pour essayer d'avoir une homogénéité régulière dans la poche. Et on les prend comme ça. Et si elles sont collées, on tape juste dessus pour les décoller de la poche. Donc ça, c'est des poches qui sont assez légères qu'on vient de poser, donc il faut à peine une dizaine de kilos. Quand on les récupère, celles-là, c'est des poches qui vont faire à peu près 20 kilos, quoi, après. Vous les retournez tous les combien de temps? Tous les à peu près 2-3 mois, quoi. 2-3 mois, ok. On est toujours en train de retourner des poches. Ah ouais.
Tu dois le faire, tu le fais sur toute la rangée Voilà. directement. Et là, il faut savoir, là, sur 1 hectare, il y a 6000 poches. On a un diplôme obligatoire pour pouvoir accéder au DPM, au domaine public maritime. Il y a un bac pro conchylicole, culture marine, dans les lycées maritimes. Et du coup, suite à ça, on peut accéder au parc. Et là, on est à une époque, le printemps, c'est là où il y a des blooms de phytoplancton, et c'est la nourriture des huîtres. Et donc c'est à ces périodes-là où elles poussent en fait. Ok, d'accord. Elle mange bien à la cantine, quoi. On mange bien à la cantine en ce moment, ouais. Bon bah messieurs, bon courage, bonne journée. Qui a dit que les légumineuses n'étaient pas tendance? Lentilles, pois chiches, haricots secs, soja. La Normandie s'est lancée dans le soutien d'une filière pérenne de légumineuses à graines. Ce projet a pour objectif de créer des modèles agricoles plus résilients et écologiquement performants. Ce qui est sacrément cool. Pour comprendre ce qui se cache derrière tout ça, Dorian est parti à la rencontre de Laurent Hay, agriculteur dans l'Eure et plus précisément à Tilleul d'Amagnès, et qui s'est lancé dans la culture et la vente directe de lentilles et de pois chiches. Salut Laurent. Bonjour Dorian. Ça va? Ouais, toi? Ça va super. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Donc là, on est au Tilleul d'Amagnès, dans l'Eure. Et je vais t'inviter à aller visiter des parcelles sur sol vivant. En quoi ça consiste? Et là, on va aller voir un champ de petits pois. Ok, bon on y va. On est parti. C'est parti. Donc là, c'est un champ de petits pois que je vais commercialiser en pois cassés. C'est une légumineuse, donc a la capacité de capter l'azote de l'air et le stocker dans le sol. Donc c'est de l'engrais gratuit. Ok. Voilà, donc ça, c'est un petit pois vert. Et ça met combien de temps à pousser? Bah là, tu vas semer ça à la mi-mars et tu récoltes ça à la mi-juillet. Oh, ça sent un petit pois. Et on va aller voir des fèves aussi. Ça, pour le coup, Des il y en fèves? Ouais, il y en a très très peu dans le coin, et même pas du tout. Hein. C'est plutôt une plante méditerranéenne. Pour la petite histoire, avant que le haricot arrive des Amériques, le cassoulet s'était fait avec la fève, D'accord. la favoulade. Moi, la dernière fève que j'ai eue, c'était dans ma galette des rois. Voilà. Eh bien, c'est pour ça qu'on appelle ça des fèves. C'est vrai? Parce qu'on mettait ça dans la galette. Et c'est pas des Ah. bêtises. Voilà. Bah, tu vois, là, il y a beaucoup de matière organique en surface. On limite au maximum le travail du sol, voire pas du tout. On agit à notre niveau, hein, humblement et modestement, pour la régulation du climat. Ça te parle tout ça? Complètement. Tu le fais par conviction vraiment? Par conviction, oui, complètement. Et ben là, il y a un exemple de parcelle qui n'est pas du tout travaillée. Tu vois, concrètement, un sol vivant, ça ressemble à ça. Hein. C'est ne pas travailler le sol ou limiter vraiment fortement le travail du sol. Semer des intercultures entre les différentes espèces. C'est les résidus qu'on voit là, hein, en surface. Ça va permettre, entre guillemets, de capter du carbone à une période où il n'y a pas de culture. On va le laisser dans le sol. La fève va en profiter. Et le troisième point, après, c'est l'allongement des rotations. Donc on est sur des cycles de 7-8 ans. Qu'est-ce qui différencie ton sol d'une agriculture avec les machines? Bah là, en fait, l'association de ces 3 points va permettre de nourrir tous les auxiliaires qui peuvent exister dans le sol. Les résidus d'interculture en train de mourir, il va laisser un espace et ça va permettre l'aération du sol et le drainage naturel du sol. À l'inverse, la matière organique, elle va stocker l'eau et elle va le relarguer au sol lorsqu'il y aura des manques d'eau. Les techniques conventionnelles, on en voit un peu le bout. Il y avait des plafonnements de rendement, des sols qui s'abîmaient. Là, on est plutôt sur la régénération des sols. Combien tu récoltes en fait en règle générale et qu'est-ce que tu en fais après? Là, j'en ai 1 hectare de fèves, là, donc potentiellement, on peut sortir 3 tonnes. La lentille, c'est pareil. On fait de la lentille, donc c'est commercialisé également en circuit court. Qu'est-ce que tu appelles circuit court? En fait, on a créé une marque qui s'appelle Gumi. Je commercialise ça donc, dans des différents commerces indépendants, des épiceries fines, épiceries vrac. Parallèlement à ça, on a mis en place une initiative qui a été lancée qui s'appelle Un dîner pour le climat. Enfin, c'est une observation. Il y a des agriculteurs qui ont du mal à écouler du stock. On a des chefs aujourd'hui qui ne travaillent pas, des cuisines de grands restaurants qui sont vides. Et bien, du coup, on a rallié les 3, des producteurs en agroécologie, des chefs dispo qui ont envie de bosser. Et on lance un produit décarboné via des salariés vraiment bien payés, distribution à vélo, des emballages recyclables. Et on propose ça sur Paris. Sur Paris? Ouais. Uniquement? Aujourd'hui, Paris est petite couronne. Si ça marche vraiment bien, Développer ça un peu. développer ça en province, bah je sais ouais. pas. Donc voilà tes petits produits? Oui. Ulrich le pois chiche. C'est ça. T'as même mis des petits noms? Ouais, Un on a peu mis des marrant. petits noms que ça rime. Boîte réutilisable? Boîte réutilisable, on va au bout de la démarche. Bon, en tout cas, ils sont très très jolis tes petits emballages. Goumi graines de folie. Ça fait placement de produit. C'est ça. Goumi graines de folie. N'hésitez plus.
Voilà. Tu peux trouver ces produits-là majoritairement quand même en Haute-Normandie. Je suis quand même présent dans le Calvados, plutôt sur la côte. En tout cas, Laurent, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir aller déguster tout ça maintenant. Avec plaisir. Ok, c'est cool. Ouais. Moi je prends la palette en bois. Allez, vas-y. Eh bien, c'était encore une journée chargée en découvertes agricoles pour Dorian. Alors si, comme lui, l'air de la mer ne vous fait pas peur, eh bien, je vous conseille de partir à la découverte des ostréiculteurs normands. Et puis bien sûr, pour d'autres idées, rendez-vous sur nos réseaux et ceux des départements. Ça chauffe en cuisine. C'est au tour de Mathieu Évrard, du restaurant La Vraie Vie à Caen, de nous proposer une recette autour d'un poisson peu connu, un véritable bon plan accompagné d'asperges vertes. Et pour ça, il a réuni Sophie et Jérôme, des producteurs qui cultivent le bien manger dans le Calvados. Alors je mets ma serviette et j'arrive. Bonjour Jérôme, Bonjour Mathieu, vous allez bien? très bien toi? Ouais. Vous avez ramené du taco? Ouais, du taco, frais tout frais de ce matin. Tu veux Super. faire quoi avec ça? On va faire un fish and chips Super. de taco avec une petite mayonnaise au piment, au citron, au persil. Et avec Sophie qui est là. Sophie, tu nous as ramené les asperges? Bah écoute, j'ai été les cueillir et puis bah Bah super, on va préparer une petite salade avec les asperges crues, cuites. parfait. Ensuite, Le fish and chips, on va préparer une tempura avec la farine, la bière locale. On va ajouter aussi un blanc d'œuf. Et Super. du coup, on va préparer ça en premier pour faire reposer la pâte. Sophie, avec tout ce que tu nous as ramené, donc en premier, on va travailler les asperges. ouais. On va les cuire juste dans l'eau bouillante salée 5 minutes et les refroidir. Et on va en garder pour en faire en cru. On préparera aussi une salade d'herbes avec toutes les herbes fraîches que tu as ramenées pour ramener un peu de condiment à la salade, un peu de fraîcheur. Et Sophie, du coup, on va préparer les asperges. On va juste couper le talon. Derrière, on va enlever les premières écailles qui sont jamais agréables à manger. On va faire ça sur une dizaine d'asperges pour préparer la recette. Jérôme, donc on va bien parer sur les côtés là pour obtenir quelque chose de Bien droit. net. Ouais. D'accord. Voilà, ça va être une portion par personne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le taco parce que c'est un poisson qui est peu utilisé dans les cuisines. C'est une abondance qui est extrême en Normandie, surtout sur le Calvados. Pêche durable, responsable. Donc autant en profiter, bon marché, bon produit. C'est le top quoi. Et qui est plus est local. Local, c'est pêché à Pont-en-Bessin, meilleure qualité. Donc ouais, c'est le top. Faut y aller, faut pas hésiter. Et je pense que le taco s'y prête bien aussi pour faire le fish and chips. Ouais, je pense le fait que c'est une chair blanche, Ouais. pas d'arête. Pour les enfants, c'est le bonheur quoi. Voilà, c'est exactement ça. Sophie, tu nous as ramené aussi les asperges de chez toi qui sont en plein champ. Quand on me dit ces asperges ont du goût, et ben je sais maintenant d'où ça vient puisque ça vient de la technique de culture. On n'est pas sous des tunnels avec une irrigation intensive. C'est la nature et le climat normand qui fait de produits si goûtus. On va préparer la tempura pour le taco. La tempura, ça se compose de farine, ça se compose d'un œuf, on met de la bière dedans. Ça aide à développer un petit peu la farine. On va peser 100 g de farine, 130 g de bière. On va mettre le blanc d'œuf dedans. On garde le jaune pour après, pour la mayonnaise. On va fouetter tout ça. Jérôme, on va bien mélanger pour avoir une pâte homogène. Donc là, du coup, tu peux y aller d'un mouvement. Là, tu as vu, ça a déjà commencé à un peu épaissir. Après, on va mettre ça au frigo une quinzaine de minutes pour pouvoir que la pâte se repose un petit peu. On va commencer à préparer les herbes que Sophie a ramenées, la nette, pour la petite salade d'herbes avec les asperges. Donc là, on va juste les éplucher pour obtenir que les petites pousses et puis les branches. Sophie, on va préparer les petites bottes d'asperges. bottes, hein. Exactement. Alors là, on va les prendre par 6, un petit morceau de fil. Du coup, on fait un tour autour de l'asperge. Il faut les botter en haut et en bas. Un petit fagot. C'est exactement ça. Et on en garde surtout on en garde une dizaine pour la salade crue. On va préparer aussi le persil qu'on va mettre juste ici. Là, on a du cerfeuil et on a un petit peu de pousses de coriandre juste ici. Les asperges de chez toi, Sophie, je les utilise crues. Ça a un petit goût légèrement sucré. On va les passer à la mandoline pour obtenir des fines lamelles, justement. On pose l'asperge sur le dessus et avec sa main, on vient voilà, faire des fines lamelles. On obtient vraiment des copeaux très fins d'asperges. On a mis à bouillir de l'eau très salée justement pour garder la couleur des asperges. Donc du coup on va les cuire 5 minutes dans l'eau bouillante. Du coup on va sortir nos asperges de l'eau, on va les jeter directement dans l'eau froide. Jérôme, voilà, on va récupérer exactement les herbes qu'on a préparées au préalable. On va même mettre quelques brins de ciboulette. Sophie, je te laisse juste mettre quelques copeaux d'asperges. Donc là, les pickles d'oignons rouges qui ont été préparés la veille, c'est quand même mieux de les faire au minimum 48 heures, voire une semaine avant. Là, on va juste la couper en travers.
Voilà. Et la couper en deux. Ok. Et la mettre juste ici. Après, Jérôme, il va nous assaisonner la salade avec du poivre sauvage. Donc là, on rajoute la ciboulette, un petit peu de sel. Et on va juste se mettre un tout petit peu d'huile pour lier tout ça. Et là, avec justement une cuillère, vous mélangez pour que tous les ingrédients puissent s'incorporer ensemble. On a récupéré le jaune d'œuf qu'on a gardé tout à l'heure. On a juste assaisonné avec un petit peu de sel et un petit peu de poivre. On va rajouter une demi-cuillère à soupe de moutarde. On va mélanger gentiment. Exactement. On va juste mettre une petite pointe de vinaigre. Voilà. Allez, vas-y. Et on va monter la mayonnaise à l'huile de colza. Donc là, il faut y aller vraiment doucement. Il faut la fixer. Voilà, là, on voit que ça commence à épaissir. Donc là, c'est tout bon. On a la mayonnaise qui est fixée. On va une petite goutte de tabasco. On vient mettre juste une touche de persil pour pareil, voilà, garder le lien avec le plat. Et donc là, c'est bon, on a la mayonnaise qui est prête. On va la mettre en poche, la mettre au frigo. Jérôme, on récupère notre tempura. L'idéal, c'est d'être proche de sa casserole pour aller faire cuire le taco. Tu mets dedans, il faut vraiment que ça soit imbibé. Donc là, du coup, tu peux aller mettre le taco dans l'huile. Donc là, pareil, votre huile, faut la faire chauffer à surtout pas plus de 180 degrés. Ça prend pas plus de 3-4 minutes. On récupère direct dès que ça sort de l'huile. Surtout, on assaisonne parce que le gras est encore présent. Sophie, je vais t'inviter juste à venir déposer les asperges dans l'assiette. On va venir récupérer la salade qu'on a fait au préalable. Voilà, tu peux aller mettre les oignons directement. On récupère notre mayonnaise et du coup on vient taguer le poisson. Ah, c'est joué. On le récupère, quelques pousses de coriandre sur le dessus pour rafraîchir. Et la petite surprise aussi, c'est la rhubarbe de Sophie qu'on a cuit sous vide, des petits copeaux et qu'on vient poser délicatement. Donc là, on vient récupérer juste le jus de cuisson de la rhubarbe, on vient le mettre autour. Voilà. Je vais vous servir un site de la ferme de Billy. Donc c'est un site qui est vraiment sur la fraîcheur, l'acidité, un peu les agrumes. Et donc je pense qu'avec le plat, ça va être vraiment sympa et ça va justement bien s'accorder, un peu de fraîcheur. Et tu vois, c'est super parce que tu vois, quand tu vois le poisson brut qu'on pêche en pleine mer et qu'on voit ce qui arrive dans l'assiette, c'est une pépite pour moi, c'est bluffant. Une belle réussite. Merci beaucoup Jérôme, merci. Et merci Mathieu, parce qu'il faut des restaurateurs pour mettre nos produits en valeur et ça nous motive à continuer quotidiennement. Merci Sophie et merci à vous parce que sinon on n'aurait rien dans l'assiette. Bravo, merci Mathieu, beaucoup. super.